En Tunisie, la justice a rejeté mardi une nouvelle demande de libération du publicitaire Nabil Karoui, candidat au second tour de la présidentielle prévue le 13 octobre, jetant une ombre sur le processus. Au Burkina Faso, pays en proie d'incessantes attaques djihadistes, les zones sûres se réduisent comme peau de chagrin, les taux se resserrent autour de Ouagadougou, analyse un observateur. En Indonésie, plus de 500 personnes ont été arrêtées après des affrontements lors de manifestations, pommes de discorde, des réformes interdisant les rapports sexuels avant mariage et affaiblissement de l'agence anticorruption. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La justice a rejeté mardi une nouvelle demande de libération du publicitaire Nabil Karoui, candidat au second tour de la présidentielle prévue le 13 octobre en Tunisie, jetant ainsi une ombre sur le processus électoral. Nombre de dirigeants politiques et institutionnels avaient appelé à garantir aux deux candidats, l'université Kaïs Saïd et le magnat des médias Nabil Karoui, le droit de faire campagne de façon équitable. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, Nabil Karoui a été placé en détention préventive le 23 août, 10 jours avant le début de la campagne du premier tour. La campagne du second tour doit démarrer sous peu, dès les résultats définitifs proclamés par l'instance chargée des élections, l'ISI, et l'absence de Nabil Karoui pourrait peser lourd. Le porte-parole de candidat Nabil Karoui a pourtant réclamé que le scrutin soit suspendu tant que le candidat reste en prison. Au Burkina Faso, pays en proie à d'incessantes attaques djihadistes, les zones sûres se réduisent comme peau de chagrin. Les taux se resserrent autour de la capitale Ouagadougou, analyse un observateur. Reportage. La moitié du Burkina Faso, sa capitale Ouagadougou et ses régions frontalières sont fortement déconseillées aux voyageurs, selon la chancellerie française. Le département d'État américain a classé la quasi-intégralité du pays en rouge, conseillant aux voyageurs de reconsidérer leur déplacement dans la capitale. Alors que les autorités ont longtemps minoré l'ampleur du fléau, le président Roch-Marc Christian Kaboré reconnaît que la préoccupation essentielle aujourd'hui du Burkina Faso reste la situation sécuritaire. Près de 600 morts, dont une vingtaine le week-end dernier, plus de 1000 selon des sources de la société civile. Mal équipée, entraînée et encadrée, l'armée est incapable d'enrayer le phénomène. Quelques 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur maison en raison des attaques, des violences communautaires qu'elles attisent ou des exactions des forces de sécurité. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, fin septembre, le président du Burkina rappelait que 3 à 4% d'élèves, depuis le début de ces attaques terroristes, ne vont plus à l'école, ce qui correspond à près de 2000 écoles fermées. D'après une source sécuritaire, il y a une attaque par jour ou presque. Les attaques plus étendues sur le territoire, plus violentes, plus meurtrières, occasionnent d'autres violences intercommunautaires et la création de milices d'autodéfense. Dans le nord et l'est, il est devenu difficile de se déplacer. Certaines routes sont déconseillées en raison de la présence fréquente des djihadistes qui disposent de relais et d'informateurs dans les villes. Un bataillon de l'armée malienne sous commandement de la force conjointe du G5 Sahel a tenté ce mardi, avec de gros moyens, de reprendre des positions tombées sous le contrôle du djihadiste. Ces derniers ont mené lundi une double attaque contre les camps militaires situés dans le centre du pays. Plus de 24 heures après une double attaque contre des camps militaires dans le centre du Mali, un bataillon de l'armée malienne sous commandement de la force conjointe du G5 Sahel a tenté ce mardi de reprendre des positions tombées sous le contrôle de djihadistes. Durant cette opération, l'aviation appuie les forces terrestres selon des sources sécuritaires qui précisent que les renforts étaient partis de Mondoro. Située à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, la position de Bolkessi du bataillon malien de la force conjointe du G5 Sahel a été attaqué ce lundi à l'aube par des éléments présumés du groupe terroriste Ansarul Islam. Les assaillants, qui disposaient de véhicules équipés d'armes lourdes,
ont attaqué pratiquement au même moment le détachement de l'armée malienne à Mondoro, à une centaine de kilomètres de Boulkessi. Après cette double attaque survenue ce lundi, l'armée malienne n'avait toujours pas, dans l'après-midi de ce mardi, annoncé de bilan officiel. Mais selon des sources locales, 2 civils ont été tués par balle à Boulkessi. Le sort de plusieurs soldats était également incertain ce mardi après les attaques djihadistes de la veille. En effet, les militaires maliens se sont repliés, il n'y a pas eu de combat et les présumés djihadistes étaient repartis avec un important lot de matériel militaire et roulant. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a appelé ce mardi ses compatriotes à la patience pour relancer l'économie exsangue de son pays. Le chef de l'État se dit conscient des souffrances imposées par la crise à une large part de sa population. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a assuré être conscient des souffrances des personnes pauvres et marginalisées du pays imposées par la crise. C'était ce mardi lors de son discours annuel à la nation devant le Parlement à Harare. Appelant ses compatriotes à la patience pour relancer l'économie exsangue du Zimbabwe, le chef de l'État a expliqué à ses compatriotes que relancer l'économie nécessite du temps et de la persévérance. Le Zimbabwe est englué depuis près de 20 ans dans une crise économique et financière catastrophique, héritage des années du règne de fer de l'ex-président Robert Mugabe. Depuis qu'il a pris le pouvoir à la faveur d'un coup de force de l'armée il y a 2 ans, Emmerson Mnangagwa promet de relancer l'économie, mais en vain. Ruiné par le chômage de masse et la dévaluation de sa devise, le Zimbabwe manque d'argent liquide, d'essence, d'électricité et d'eau. En août, l'inflation s'est envolée à près de 300% sur un an, selon le Fonds monétaire international. Sur sa page Twitter, Nelson Chamisa, chef du mouvement pour le changement démocratique, la principale formation de l'opposition, a répondu à ce discours du chef de l'État. Selon lui, ne pas aborder les questions clés du manque d'électricité, d'eau, de carburant, d'argent liquide, des faibles salaires, des violations des droits humains et de la terreur constitue un gaspillage de ressources et une insulte. En Indonésie, plus de 500 personnes ont été arrêtées après des affrontements lors de manifestations. Personnes de pommes de discorde, des réformes interdisant les rapports intimes avant mariage et également un affaiblissement de l'agence anticorruption du pays. Reportage. Plus de 500 personnes ont été arrêtées après des affrontements dans la capitale indonésienne lors de manifestations nationales contre de nombreuses réformes controversées. En ligne de mire, l'interdiction des relations sexuelles avant le mariage et l'affaiblissement de l'agence anticorruption. Les arrestations ont eu lieu après une nuit de bataille de rue acharnée entre la police anti-émeute et des manifestants qui jetaient des pierres. Les forces de sécurité se sont préparées à plus de troubles mardi, alors que 575 législateurs ont été assermentés devant le bâtiment du Parlement fortement barricadé du pays. Depuis la semaine dernière, au moins 2 étudiants sont morts et des centaines d'autres ont été blessés par une vague d'agitation dans l'archipel de l'Asie du Sud-Est, quelques semaines à peine avant que le président Joko Widodo ne commence son nouveau mandat à la tête de la 3e plus grande démocratie du monde. Les manifestations font partie des plus grands rassemblements d'étudiants depuis les manifestations de rue massives de 1998 qui ont renversé la dictature de Suharto. Les manifestations ont été alimentées par un projet de loi qui inclut des dizaines de modifications législatives allant de la criminalisation des relations sexuelles avant le mariage et restriction des ventes de contraceptifs à rendre illégal d'insulter le président et de renforcer la loi sur le blasphème du pays à majorité musulmane. L'adoption des réformes a maintenant été retardée et Widodo a déclaré qu'il envisagerait également de réviser un projet de loi distinct qui, selon les critiques, pourrait affaiblir les pouvoirs de l'agence indonésienne de lutte contre la corruption. Un manifestant a été blessé par balle mardi à Hong Kong où des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont descendus dans les rues. L'Union européenne a appelé à la désescalade et également à la retenue. À
À Hong Kong, un manifestant a été blessé par balle par la police durant une journée de protestation à l'occasion du 70e anniversaire de la Chine populaire. Une porte-parole de la Commission européenne a martelé que la désescalade et la retenue sont la seule façon d'avancer. Compte tenu de la persistance des troubles et de la violence à Hong Kong, l'Union européenne continue à souligner que le dialogue, la désescalade et la retenue sont la seule façon d'avancer. Bien que des premières mesures positives avaient été prises pour engager les membres du public et divers secteurs de la société dans le dialogue, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rétablir la confiance. Plus de 3 mois après le début des manifestations, le droit de réunion et le droit de manifester pacifiquement doivent continuer à être respectés conformément à la loi fondamentale et aux engagements internationaux. Mobilisés depuis juin, les militants pro-démocratie ont bravé l'interdiction de manifester pour crier encore plus fort à l'occasion de ces célébrations leur ressentiment à l'encontre du régime chinois, dénoncer le recul des libertés et la violation, selon eux, du principe « un pays, deux systèmes » qui a présidé à la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine en 1997. Malgré les interdictions des autorités, des petits groupes de manifestants se sont retrouvés mardi après-midi dans une douzaine de quartiers du territoire semi-autonome. Les manifestants ont jeté des œufs sur un portrait du président chinois Xi Jinping et arraché de grandes affiches célébrant le 70e anniversaire avant de les piétiner. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur des groupuscules radicaux dans au moins 4 quartiers. La plus haute juridiction française a confirmé mardi le renvoi en procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Comme charge retenue, les dépenses excessives de sa campagne présidentielle malheureuse de 2012 dans l'affaire dite Big Malion, objet d'une longue bataille procédurale. Reportage. L'ancien président de la France est poursuivi pour avoir dépassé le seuil de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros en dépit des alertes des experts comptables de sa campagne en mars et avril 2012. La Cour de cassation de Paris a rejeté l'ultime recours de Nicolas Sarkozy pour échapper à un procès pour financement illégal de campagne électorale, un délit passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Son renvoi et celui de 13 autres personnes avait été ordonné en février 2017 par le juge d'instruction Serge Tournaire, mais était suspendu depuis 2 ans et demi à toute série de recours. Une décision en mai du Conseil constitutionnel avait rendu quasi inéluctable le procès de Sarkozy dans cette affaire. L'ancien chef d'État estimait, lui, avoir déjà été sanctionné pour les faits reprochés par le Conseil constitutionnel en 2013. L'instance avait alors confirmé le rejet de ses comptes à cause de ce dépassement qu'il avait dû rembourser. Mais cette sanction portait sur un dérapage de seulement 363 615 € constaté avant la révélation au printemps 2014 d'un vaste système de fausses factures visant à maquiller l'emballement des dépenses de ses meetings. Un seul chef d'État de la Ve République a par le passé été jugé dans une affaire politico-financière. Jacques Chirac avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis en 2011 pour une affaire d'emploi fictif à la mairie de Paris. Il n'était toutefois pas venu au procès, dispensé pour des raisons médicales. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.